Cette fois, le plateau est décoré. Et il n'est pas décoré pour rien parce qu'on va parler région. Et c'est ça qui nous intéresse dans le cadre notamment du SIDO. Pourquoi? Eh bien parce qu'à mes côtés, il y a deux personnes. Tout d'abord, les femmes, avec Teresa Schupper, qui est secrétaire d'État du Linde en charge de la coordination politique, et Étienne Blanc. Étienne Blanc, c'est par vous que je vais commencer. Vous êtes le premier vice-président délégué aux finances, à l'administration générale, aux économies budgétaires et aux politiques transfrontalières de la région de Lyon, c'est ça? C'est bien ça. Alors, vous êtes ici, vous êtes au SIDO pour notamment parler de ce qu'on appelle les 4 M, les 4 moteurs. Expliquez-moi. Les 4 moteurs de l'Europe, c'est une politique qui est ancienne et qui avait été voulue par la région à l'époque. Pourquoi? En Europe, il y a des régions qui sont très différentes. Et il y a 4 régions qui sont très semblables, parce qu'elles ont une économie puissante, parce qu'elles ont une ouverture sur le monde et essentiellement sur l'Europe, parce que ce sont des régions innovantes, parce que ce sont des régions dynamiques. On a décidé de les regrouper pour plusieurs raisons. La première, c'est pour échanger nos expériences. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et l'autre sujet, c'est pour rayonner sur l'Europe et influencer l'Europe, pour que nos régions soient valorisées. Justement, vous avez pris la région de Lyon après la présidence. Alors, c'est une présidence tournante. Voilà, exactement. Quel est le bilan qu'on peut donner de la présidente à mi-parcours, finalement? Moi, je vais citer 2 exemples. Le premier exemple, ce sont des échanges de pratiques, mais aussi des échanges d'entreprises, des coopérations d'entreprises, des mises en réseau de clusters pour moderniser nos industries et relever le défi de ce qu'on appelle l'industrie du futur. L'industrie du futur, c'est le numérique partout dans l'usine, c'est le numérique partout dans l'entreprise, c'est le numérique dans la vie quotidienne de l'économie. C'est le premier exemple. Et là-dessus, on a des échanges très intéressants avec le Bade-Württemberg, la Lombardie et la Catalogne. Et puis le deuxième sujet, c'est une influence sur l'Europe. Faire comprendre à l'Europe, parce qu'on est tous très européens, faire comprendre à l'Europe que l'Europe a intérêt à bien comprendre ce qui se passe dans nos régions pour s'en inspirer et pour influencer ses politiques. La simplification des procédures, la concentration sur des politiques bien lisibles, par exemple sur l'industrie du futur. Enfin, ce sont 2 exemples très concrets. On va faire remonter dans quelques semaines à la Commission européenne une position commune de ces 4 régions. Vous savez, ces 4 régions, elles font 9% du PIB de l'Europe. Je pense qu'on sera bien entendu par la Commission européenne, plus que si on y va tout seul et de manière éparpillée. Ça fait partie de vos priorités, justement, dans les 6 mois à venir, avant que vous rendiez la présidence? Bien sûr. Vous savez, Auvergne-Rhône-Alpes, historiquement, depuis Lyon, mais aussi depuis Clermont-Ferrand, depuis la vallée du Rhône, depuis partie de la vallée de la Saône, depuis le sillon alpin, c'est une région qui est ouverte sur le monde. Utiliser les 4 moteurs pour rayonner en Europe, pour nous, c'est quelque chose d'absolument déterminant. Donc, dans les 6 mois qui viennent, on va continuer ces politiques. Et vous pouvez le faire aussi peut-être en communiquant. Il y a un besoin de communication au plus large public aussi? Alors, c'est un peu le problème. C'est que les 4 moteurs, les professionnels, les élus savent ce que c'est, les conseillers régionaux savent ce que c'est. Le grand public, non, sauf quand il est intéressé par une politique spécifique. Les entreprises le savent bien. On pratique beaucoup d'échanges d'étudiants à travers les 4 moteurs. Alors les étudiants le savent dans les universités, mais ça reste, hélas, parce que c'est un sujet sur lequel il est difficile de communiquer, insuffisamment populaire. Et pour nous, c'est un sujet de discussion. Avec Teresa, on en a souvent parlé. Et l'Europe, aujourd'hui, elle est contestée, elle est discutée. On pense que si on la rend très concrète, très pratique, si on s'adresse notamment aux jeunes, aux dernières élections, les jeunes Européens ne sont pas allés voter, on peut voter. Si le Brexit est passé, c'est parce que les jeunes Britanniques ne sont pas allés voter. On pense qu'à travers les échanges d'étudiants, et notamment en s'appuyant sur les 4 moteurs, on peut faire comprendre tout l'intérêt qu'il y a pour nos régions, qui sont des régions puissantes, à échanger et à rayonner sur l'Europe. Alors justement, on va venir sur ces défis actuels de l'Union européenne avec Teresa. Teresa, justement, en 2018, ces 4 moteurs fêteront leur 30e anniversaire. À l'instant, Étienne Blanc parlait des défis de l'Union européenne. Quel est le rôle de ces 4 moteurs face à cette Union européenne qui est un peu fragilisée? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank auch an Etienne Blanc. Je remercie Etienne Blanc de cette invitation. Vous avez une présidence extraordinaire, il reste encore 6 mois, le travail va continuer, s'intensifier. Nous sommes donc en bon chemin.
Ce sont des régions très fortes, d'une forte coopération, et nous souhaitons souligner l'origine de ces 4 moteurs. C'est qu'ensemble, nous souhaitions être forts pour l'innovation et pour être aussi un moteur, un dynamisme au service de l'Europe. Et ceci est important pour toutes nos régions. En Europe, c'est nécessaire parce que les jeunes doutent parfois de l'Europe. Donc il faut dire pourquoi nous avons besoin d'Europe et pourquoi l'Europe est tellement importante. Ça, c'est extrêmement important. C'est un défi aujourd'hui, 30 ans après la constitution des 4 moteurs. Et je crois que nous avons d'excellents exemples à mettre en avant, échange d'étudiants, coopération, stratégie pour l'économie. Ce sont des exemples extrêmement positifs, avec la Lombardie aussi, avec la Catalogne. Ce sont des incitations, des impulsions qui ont été données, qui sont particulièrement pertinentes. On peut en être fier, je crois. Il est important de comprendre à quel point nous avons coopéré, travaillé main dans la main, et nous souhaitons le montrer pour montrer combien l'Europe est importante pour l'avenir. La stratégie actuelle, la stratégie digitale du Bade-Württemberg, quels sont ces objectifs de cette stratégie digitale? Ziele dieser Digitalstrategie. Die Digitalisierung ist die Herausforderung für die Zukunft. Sie ist die Herausforderung für die Wirtschaft. Wir haben hier auf der Messe gesehen, mit was für vielfältigen Beispielen sich unser komplettes Leben ein Stück auf den Kopf stellen wird. Wir brauchen die Digitalisierung sowohl im täglichen Leben. Ich sage, wir haben es gesehen dort drin, dass wir mehr oder weniger digital kochen, dass wir auch digital unsere Energie steuern. Wir haben gesehen, dass wir in der Digitalisierung la numérisation, elle va changer notre vie totalement. C'est une révolution. Il faut penser aux exemples américains où la numérisation est peut-être plus avancée. Et finalement, la deuxième mi-temps, maintenant, c'est à nous de la jouer en Europe. Pour relever ce défi aussi bien au plan économique qu'au plan humain dans la vie quotidienne. La numérisation, c'est aussi la médecine, le soin, la formation, l'éducation, la science. Et là, c'est très très important. On disait que vous alliez aller porter ces projets devant la Commission européenne. En quoi est-ce que c'est important pour l'Europe? Europäischen Kommission bringen. Warum ist es wichtig für Europa? Was kann Europa damit machen mit der Strategie der 4 Motoren, das ganze Kontinent nach vorne zu treiben? Ich glaube, dass Europa von solchen 4 wirtschaftskräftigen, 4 innovativen Regionen, wenn wir dort Gemeinsamkeiten erkennen, wenn wir dort gemeinsame Projekte identifizieren, avons des projets communs que nous identifions ensemble. Nous sommes en quelque sorte les talons pour l'Europe, pour la Commission européenne et pour la coopération européenne dans son exemple, parce que nous donnons des exemples. Et c'est également une impulsion qui provient des régions. Et je crois que là, la subsidiarité a tout son rôle à jouer, c'est-à-dire que l'on fait au niveau local, au niveau régional, ce qui peut être fait au niveau régional, et que l'on fait comprendre finalement quelle est la valeur ajoutée de ces régions, et que ceci est un exemple, et ça reste une impulsion pour l'Europe aussi. Et Sylvain, vous voulez ajouter un mot? Oui, moi je voudrais vous citer un exemple très très concret. Et dans nos régions et dans tous les pays d'Europe, la question de la numérisation de notre économie, la question de l'industrie du futur, c'est un sujet majeur. Ça n'a pas échappé à l'Europe. Donc l'Europe, elle veut accompagner des projets. Elle a 2 manières pour s'y prendre. Elle peut dire, écoutez, voilà, c'est comme ça, je bâtis un projet européen, et puis si vous rentrez dans les critères, etc. Et puis la deuxième méthode, qui est à mon avis la meilleure, c'est de faire un appel à projet, de s'adresser aux régions et de dire, voilà, ce défi du numérique, comment vous le relevez?
Et là, on a deux manières. On peut répondre, nous, Auvergnat-Rhône-Alpin, 8 millions d'habitants, dans une région significative. On peut répondre seul, mais une meilleure manière, c'est de répondre à 4. Parce que quand vous êtes membre de la Commission, quand vous êtes commissaire européen, quand vous avez 4 régions de pays puissants en Europe, et les 4 régions, qui, comme je le disais, représentent une part très importante du PIB, là, vous les écoutez. Qui plus est, ces régions, elles ont des pratiques, elles ont des habitudes, elles savent répondre. Et elles sont pas dans l'immédiat. Elles se situent bien sur cet enjeu qui est un enjeu à moyen terme. Voilà, eh bien, on vient de le faire. La Commission a lancé un appel à projet, on répond à 4. Tout à l'heure, il y avait un responsable de la direction qui est en charge de ça à Bruxelles. J'ai eu l'impression qu'il était intéressé. Forcément, l'union fait la force. Exactement. Merci. Merci. Merci beaucoup. On vous retrouve sur le SIDO à Lyon. Merci beaucoup et à très bientôt. Et on passe tout de suite à de nouveaux invités, c'est-à-dire Juliette Jarry et Carles Salvado Usage, toujours pour le SIDO. Pendant que nos invités s'installent, merci, voilà, et que d'autre part, je vous présente d'abord Juliette Jarry, qui est vice-présidente, venez près de moi, vice-présidente déléguée aux infrastructures, à l'économie et aux usages numériques, et Carles Salvado Usage, qui est de Télécommunications Service Director Generalitat de Catalunya. On parle aussi en français, tous les deux? In English? In Spanish? Better in English. English. But I will speak in Catalan. In catalan. OK, great. Alors, Juliette, on va commencer par vous. Vous avez voté votre feuille de route numérique en février, donc il y a un mois. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grands axes Oui, bien sûr. Donc, on a présenté au vote le 9 février la feuille de route numérique de la région, donc pour la période de 2017 à 2021. Et on a défini trois piliers. Premier pilier, les infrastructures, puisque sans tuyau, pas d'usage. Donc on a vraiment un impératif qui est de déployer plus rapidement possible le très haut débit sur l'ensemble du territoire, avec un objectif qui est double, à la fois un objectif de développement économique et un objectif d'aménagement du territoire. Aucun territoire rural qui est oublié en Auvergne-Rhône-Alpes. Une question aussi sur la téléphonie mobile, puisqu'on a encore quelques zones blanches résiduelles et quelques zones grises aussi qu'il faut qu'on traite. Le deuxième pilier qui est très important, c'est la question de l'économie et de la formation. Et comment est-ce qu'on accompagne nos entreprises, toutes nos entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité, dans leur transformation numérique. La question aussi de la formation, puisque nous avons aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes 5 à 6 000 postes non pourvus, faute de salariés formés. Donc on a voulu vraiment avoir un axe très très fort sur cette question-là, à travers notamment le projet de campus numérique. Et le dernier sujet qui me tenait aussi particulièrement à cœur, puisque les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, c'est comment est-ce qu'en tant qu'administration, nous arrivons à réussir notre propre transformation numérique, comment est-ce que la région fait sa transformation numérique et comment est-ce qu'elle met en place un écosystème qui permette la confiance numérique. Et ça, je crois que c'est très important pour développer l'économie. La confiance numérique, c'est un changement de mentalité, c'est ça? C'est un changement de mentalité, mais c'est aussi permettre d'intégrer des questions comme la cybersécurité, par exemple. La gestion des données aujourd'hui impose qu'on ait vraiment conscience de cette question-là. Donc, on l'a intégré. La sécurité pleinement. Vous êtes aussi à l'origine d'un campus européen des métiers du numérique à Lyon, donc c'est dire à quel point le numérique est important, d'autant que l'un de vos enjeux majeurs, c'est aussi justement l'emploi dans le numérique, 5000 postes à pourvoir, il me semble. Comment est-ce que ça se concrétise? Alors ça se concrétise de manière assez rapide, puisque nous avons fait une conférence de presse avec le président lundi pour annoncer donc les formations qui vont venir s'installer sur le campus. On a voulu vraiment avoir un hub très très fort qui nous permette de couvrir toutes les thématiques, en tout cas un nombre très important de thématiques. Ça va de la cybersécurité au code, l'architecture réseau ou le web design. Donc on a voulu vraiment pouvoir proposer aux entreprises de trouver un vivier de talents et de compétences dans ce campus. On a voulu aussi avoir différentes modalités de formation, c'est-à-dire la formation initiale, de la formation continue, pouvoir proposer aux dirigeants de venir se former aussi sur ce campus-là. Et ce qu'on a voulu créer aussi, c'est vraiment cet écosystème, c'est-à-dire aller au-delà des formations et avoir des acteurs comme les pôles de compétitivité Minalogique ou Imaginov, avoir
aussi l'ENE et le cluster numérique qui viennent s'installer sur le campus parce que ça nous permet vraiment d'avoir l'ensemble de la filière et l'ensemble des acteurs en un même lieu. Après, un point très important aussi, c'est que ce campus il est régional, c'est-à-dire qu'on a un navire amiral sur Lyon et on va mailler l'ensemble du territoire de la région avec des formations qui seront labellisées et ça c'est très important pour nous aussi. Donc ça couvre véritablement toute la région. Et pas seulement, parce que votre participation au 4M, laquelle est-elle? L'idée, c'est, on en parlait tout à l'heure, et j'étais vraiment ravie de voir qu'avec la Catalogne, mais aussi le Bade-Württemberg et la Lombardie, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter avant, on partage les mêmes préoccupations sur le numérique. Je crois que la question des infrastructures, de l'économie, de la formation et de la confiance numérique, on le retrouve dans l'ensemble de notre région. Mais on a peut-être deux focus un peu plus particuliers dont on a discuté tout à l'heure. C'est la question des jeunes et c'est la question des femmes. Et on a aujourd'hui, dans le numérique, malheureusement assez peu de femmes qui s'orientent vers ces formations, alors qu'on a un potentiel d'emploi qui est très très important. Dans vos réflexions, à quoi vous arrivez? Et donc on se dit pourquoi pas faire une campagne de communication plutôt décalée sur les métiers du numérique à l'échelle des 4 moteurs. Ça pourrait être un signal plutôt moderne et plutôt ambitieux. Du coup, c'est Carles Salvador Issach qui va pouvoir nous en dire plus sur ce projet de femmes et de jeunes. Mais avant, vous pouvez nous parler de Smart Catalunya? Ens pot parlar de Smart Catalunya? Sí, la Smart Catalunya és l'estratègia de la Generalitat de Catalunya, del govern del país de Catalunya, que és una estratègia aprovada pel govern que afecta a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i que la podríem simplificar en 3 paraules, en 3 conceptes. La primera paraula seria enxarxar, és fer que la xarxa arribi arreu del territori i arreu de la ciutadania, empreses, institucions, garantir els serveis avançats de comunicació electrònica a tot arreu i a totes les institucions i persones. Això seria enxarxar. La segona línia estratègica seria la paraula digitalitzar. Amb la paraula digitalitzar el que estem parlant és de sensibilitzar, informar, formar i fer que tothom utilitzi les eines informàtiques o que es donen a la xarxa per fer les coses millors, per tenir millor accés a la informació, millor accés a la sanitat, millor lleure, millor gaudi de tot. La informació també és plaer, o sigui, no només és... I amb això el que fem és una ciutadania més feliç i més eficient des d'un punt de vista econòmic. I la tercera estratègia, la tercera paraula que marca l'estratègia dels mercats seria la ciberseguretat. Crear un marc de nova relació segura, perquè som conscients que les coses noves generen incertesa, i si hi ha incertesa hi ha inseguretat, i per altra banda els nous camps també són nous focus d'accions que potser han de ser detectades abans que es produeixin. Hem de donar confiança i perseguir el que no es faci bé. Aquesta seria la tercera. Per tant, enxarxar, digitalitzar, seguritzar són les 3 paraules que marquen el que és l'estratègia de Catalunya. Juliette Jarry nous parlait aussi de la problématique de l'emploi dans le numérique. Vous partagez aussi cette problématique en plus de l'emploi dans le numérique. Vous l'avez identifié en Catalogne? Efectivament, tenim la mateixa problemàtica. Quan estem parlant del que és la digitalització, el que tracta també és de la formació de la gent i també de tenir els recursos professionals adequats per a aquestes noves tecnologies. I tenim mancança de gent que sàpiga de les noves tecnologies, perquè la tecnologia, els tecnòlegs són poc atractius pel jovent que està estudiant. Hi ha poca gent que tingui... És un tant per cent reduït els que estudien les noves tecnologies, les ciències, i aquí hi ha un projecte clarament a Catalunya que aposta per incrementar el tant per cent de jovent que es posa en aquestes noves tecnologies. Hem comprovat que no s'ha d'anar al jovent que té més de 12 o 13 anys, hem d'anar molt abans als nens de pocs anys, quan estan en educació bàsica, 5-7 anys, que és el moment de fer-los descobrir les noves eines que té
al món i que amb això generarem noves vocacions tecnològiques i científiques. A més que és el moment d'introduir a la dona, que és un rar avis amb el nostre sector, per desgràcia, i d'alguna manera equilibrar el que ha de ser que tant capacitat és un home com una dona per treballar les noves tecnologies, tot i que actualment el número de dones que s'hi dediquen és molt baix i no concorda amb el que hauria de ser. I amb això tenim la mateixa visió i la mateixa problemàtica i tenim objectius iguals. Incrementar les formacions i equilibrar el balanç entre gèneres. Et du coup, la participation aux 4M, est-ce que les 4M peuvent apporter un moteur à cette problématique? Clarament sí, perquè compartim, tenim les mateixes dificultats, però per altra banda tenim els mateixos objectius. Creiem que les tecnologies de la informació són el futur i creiem que el futur és Europa. Ens uneixen moltes coses. Compartim mancances, compartim objectius, per tant, el primer que hem de fer és compartir experiències que haguem fet, les best practices, però també les millors experiències, però també les dolentes, i també hem de compartir els fracassos. El que ja haguem fet malament nosaltres, que també hem fet coses malament, que no ho facin ells, i al revés. Podem compartir experiències prèvies, podem fer projectes en comú, com pot ser el tema de la formació que comentava la Juliet, de com podem formar amb petites pastilles d'informació a nova gent que encara està fora del sistema digital. Podem fer projectes en comú i, per altra banda, també podem fer lobby de cara a la Unió Europea, perquè creiem, tenim la certesa que Europa és l'Europa de les persones, sobretot, la persona d'estar al mig, i això s'ha de vehicular i s'ha d'articular a través de les regions. Per tant, hem de fer una Europa de les regions. I també hem de fer lobby perquè nosaltres tinguem més protagonisme, perquè som l'administració pública, que estem més a prop d'aquest objectiu que és el ciutadà, que és l'europeu. Juliette Jarry, c'est ça? C'est les 4M pour une Europe des êtres humains. Oui, puis je crois que ce qui rend les choses beaucoup plus simples, c'est qu'effectivement, on partage les constats. On partage les constats, on a commencé chacun de notre côté à réfléchir à des solutions, et maintenant l'étape suivante, c'est de réfléchir ensemble à ces solutions. Et je crois qu'effectivement, c'était très bien dit sur la table ronde précédente, l'union fait la force, on y arrive encore plus rapidement et plus facilement ensemble. Et je pense que c'est vraiment l'objectif aussi de ces rencontres avec les 4 moteurs, c'est qu'on puisse partager. Il y a certains projets sur lesquels on est plus avancé, d'autres sur lesquels les autres sont plus avancés. Quand on met tout dans le pot commun, ça nous permet d'être tous plus avancés sur l'ensemble de ces sujets. Forcément. Merci beaucoup à tous les deux. Merci bien. Et tout de suite, c'est Delphine Schenk et Claire Payot qui vont prendre vos places. Merci à tous les deux. À bientôt. Et je reste sur cette table ronde avec Juliette Jarry, mais avec 2 autres aussi invités qui nous ont rejoints. Alors Juliette, je vais commencer par vous. Dans le cadre de la présidence Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez lancé un concours de design. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc cette année, Auvergne-Rhône-Alpes est effectivement présidente des 4 moteurs, donc c'est une présidence tournante. Et une des priorités d'action, ça a été donc autour des industries culturelles et créatives au service de l'emploi. Et on a voulu avoir un concours de design qui donc prenne cette thématique en ayant pour objectif de concevoir des objets qui soient vraiment à destination, enfin qui répondent aux besoins d'une entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'idée, c'était d'aller chercher à travailler avec des étudiants d'école des 4 moteurs pour pouvoir justement avoir une certaine émulation dans les projets qui nous seront proposés. Et on a identifié une entreprise qui est une entreprise qui s'appelle Limonier, qui est donc à côté de moi, qui est à côté de vous, qui se présentera. Et on a travaillé aussi avec l'école de design de Saint-Étienne, qui est donc représentée aussi aujourd'hui. Claire Payot qui va nous en parler. Justement, je vais passer à vous, Delphine, merci de prendre le micro. Quelles sont vos attentes par rapport à ce concours que vient de lancer Juliette ? Oui, alors en fait, nous sommes une jeune start-up basée à Grenoble et on développe un objet connecté, plus particulièrement en fait un miroir connecté. Et donc là, en fait... Un miroir connecté ? Oui, un miroir avec un affichage intégré, plutôt en direction des commerces. Voilà, mais le grand public aussi, mais basé donc surtout sur des points de vente physiques, voilà, installés dans les points de vente physiques. Donc on avait déjà avancé sur notre partie en fait technologie logicielle, et là voilà, on avait un besoin de design produit, vraiment du contenant aussi, et donc par intermédiaire d'EasyTech à Grenoble, de Minalogique, on a eu donc connaissance du concours et on a pu se rapprocher du conseil
conseil régional et donc de l'école de design de Saint-Étienne pour ce concours. Et nous, notre objectif, lorsqu'on est partenaire de ce concours, c'est justement de pouvoir travailler avec de jeunes étudiants qui ont plein d'idées pour améliorer l'esthétisme et le design de notre produit. Donc ça répond à un besoin d'inspiration, d'innovation, en tout cas dans... Oui, tout à fait. Oui. J'imagine très bien. Alors, Claire Payeux, vous êtes la directrice de l'école d'art et de design de Reims. Est-ce que Saint-Étienne. Saint-Étienne. Moi, j'ai de Reims, mais c'est pas grave. Mais c'était dans ma vie juste avant. D'accord, vous en avez fait des choses. Ah oui, oui. D'accord. Vous pouvez nous présenter un peu l'école d'art et de design ? Alors, l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne, c'est 380 étudiants qui, pour 70% d'entre eux, sont impliqués dans une formation qui les mène à la création dans le domaine du design, qui peut être le design objet, le design produit, comme dans les circonstances, mais aussi tout ce qui est design d'espace, design graphique et numérique. C'est vrai qu'à Saint-Étienne, on a un laboratoire très, très important qui s'appelle le Random Lab sur les questions du numérique, qui est assez unique en France. Le numérique s'entendant dans la diversité de ses usages, là il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que ça peut être les graphistes, oui, ça peut être aussi les designers objets, ça peut être aussi les designers espace, mais c'est vrai qu'on crée aussi des objets connectés. Enfin bon, on est dans toutes ces problématiques-là depuis très très longtemps dans les écoles d'art, parce que la création est là pour donner forme et donner sens à des technologies qui surgissent au fil des années. Donc depuis 40 ans, le numérique est présent dans les écoles. Et très éclectique aussi. Alors, très ouvert. Et justement, vous, la participation à ce concours, vous associez à ce concours, quelle est votre motivation ? Qu'est-ce que ça peut c'est une très très grande chance. Nous, on est très très contents d'être associés avec les 3 pays des 4 moteurs. Là, on est très contents de pouvoir créer des équipes internationales. Notre idée, c'est de créer un grand moment de travail, un atelier sur une semaine ou 10 jours qui réunissent des étudiants des 4 régions concernées, venus de 4 écoles, qui sont des écoles avec lesquelles nous avons déjà des partenariats, puisque l'école de Saint-Étienne a des partenariats avec 90 établissements dans le monde. Donc on a bien sûr des partenariats avec ces écoles par l'intermédiaire de notre région, et on est très content de pouvoir trouver un sujet d'application concret, une bonne raison de réunir ces étudiants, de leur faire vivre une vraie expérience internationale, une expérience de création, parce qu'en une semaine, vous imaginez, quand vous avez 40 étudiants de 4 pays ensemble, ça va vraiment foisonner. Je pense que Limonier peut attendre des choses assez enthousiasmantes, enfin en tous les cas, je l'espère. Et puis, c'est aussi pour nos étudiants une façon de leur faire toucher du doigt que leur carrière professionnelle ne sera pas française, elle sera internationale. Pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais il faut quand même vraiment envisager les métiers de la création dans un contexte de culture mondialisée. C'est un changement de mentalité, il faut penser global, comme dirait-on en anglais. C'est un changement qui est déjà à l'œuvre depuis quelques années, mais je pense que pour chaque promotion, il faut leur donner l'occasion de leur mettre le pied à l'étrier de cela. Alors, on a bien sûr, dans le cadre des cursus, des formations à l'international, des séjours internationaux qui sont obligatoires dans le cadre de la 4e année, mais pouvoir échanger avec des gens d'autres pays qui ont eu des formations un peu différentes, parce que même si on est très proche culturellement, on n'enseigne pas le design de la même façon au Polytechnico de Milan qu'à Saint-Étienne ou que dans le Bade-Württemberg. Donc cette différence-là, je pense qu'elle est très très intéressante pour les étudiants. Donc un grand merci à la région de nous donner cette opportunité, parce que tout seul, on n'aurait pas pu le faire. Oui. Vous êtes contente, vous êtes allé les chercher et du coup vous arrivez à un produit assez innovant. Et je crois que c'est complètement le rôle d'une région, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont incroyables, qui sont innovants, qui ont envie, qui font. Nous, on n'est pas là pour faire à leur place, on est là pour créer les meilleures conditions possibles pour qu'ils fassent. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'on arrive à faire à travers ce genre d'initiative, et notamment à travers du dispositif EasyTech, qui est donc financé par la région et porté par Minalogic, très bien porté par Minalogic. Je crois que l'idée, c'est justement qu'on ne reste pas dans du conceptuel, mais c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à obtenir des produits qui sont prêts pour le marché, prêts à être commercialisés.
en Auvergne-Rhône-Alpes et ailleurs. Juliette, donnez-nous les dates du concours. Alors, donc, on aura le lancement de l'appel à projet qui sera fin mai. En octobre, on aura donc une battle entre les 4 projets qui aura donc lieu à l'école de design de Saint-Étienne. N'est-ce pas ? On vous invite à venir nous voir. Et on aura donc en avril 2018 l'exposition du prototype sur la prochaine édition du SIDO. D'accord, qui sera soutenue forcément par les perdants parce que tout le monde ne peut pas forcément gagner, mais rien que le concours et sa procédure donne envie tellement c'est... Peut-être qu'il y aura un projet d'industrialiser, mais tous les autres projets mériteront peut-être d'être montrés et peut-être amèneront ailleurs à nouveau. C'est chaque étape de création, c'est une étape, ça, donc ça peut mener encore ailleurs. Pour conclure, Claire Payot, est-ce que c'est ça l'Europe ? Tout à l'heure, on en parlait avec Étienne Blanc notamment, mais aussi avec Juliette, de cette Europe qu'on n'entend pas forcément. Est-ce que c'est ça aussi l'Europe ? C'est une vraie collaboration concrète ? Ah, mais je pense que c'est déjà parti. Enfin, on est. En tous les cas, moi, je crois beaucoup à ça. Oui. La philosophie a d'autant plus de sens quand elle s'incarne dans des projets concrets. J'imagine que les étudiants, du coup, en sont ravis de l'incarner. Ah oui, ils sont plus familiers peut-être que nous de tout ça. Oui. J'imagine. Merci beaucoup pour ces mots, bon courage et surtout bon concours. Et à très bientôt. Rendez-vous donc au SIDO. Et nous, on se rejoint avec d'autres invités dans quelques instants.